Un certain nombre de mesures biométriques et de paramètres vitaux est indispensable à la bonne appréhension de l'état cardiovasculaire d'un patient. Ces paramètres doivent quasi systématiquement être ajoutés à l'examen clinique. Ainsi seront réalisés la prise de paramètres biométriques du patient, la mesure de la fréquence cardiaque et respiratoire, la saturation en oxygène et la pression artérielle du patient. De la même manière, la réalisation d'un électrocardiogramme est un atout important de votre évaluation. La prise des paramètres biométriques est fondamentale dans l'examen cardiovasculaire d'un patient. Ils peuvent constituer à eux seuls des facteurs de risque cardiovasculaire. Le poids est mesuré chez un patient en sous-vêtements à l'aide d'une balance et comparé avec d'éventuelles valeurs antérieures. En effet, au-delà de la valeur absolue, la variation est importante à évaluer. Une prise de poids rapide peut par exemple signer une rétention hydrique due à une pathologie cardiaque. Une perte de poids peut être le reflet d'une déshydratation intra- et ou extracellulaire. La taille est mesurée à l'aide d'une toise. Le patient est pieds nus, les talons et le dos contre le mur. La taille permet de calculer l'indice de masse corporelle, ou IMC. L'indice de masse corporelle, ou IMC, est calculé grâce à la formule suivante. Poids en kilos divisé par la taille en centimètres au carré. L'IMC permet de suggérer un surpoids ou une obésité en cas de valeur trop élevée, au-delà de 25 pour le surpoids et au-delà de 30 pour l'obésité. Le périmètre abdominal est mesuré à l'aide d'un mètre ruban. La mesure est prise dans un plan horizontal sur le niveau le plus étroit de la taille, à égale distance entre le bas des côtes et les crêtes iliaques. Le clinicien ajuste le mètre ruban sans toutefois comprimer les tissus mous. Le périmètre abdominal est mesuré à la fin d'une expiration. Une valeur supérieure à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme définit une obésité abdominale. La mesure de la fréquence cardiaque s'effectue en comptant le nombre de battements par minute. Pour cela, il est possible de compter le nombre de battements entendus au stéthoscope lors d'une auscultation cardiaque. Plus simplement, on peut compter le nombre de battements palpés au niveau du pouls radial du patient. Une mesure sur une minute sera plus précise, en particulier en cas de trouble du rythme cardiaque. Une fréquence cardiaque normale au repos se situe entre 60 et 100 battements par minute chez l'adulte. La mesure de la fréquence respiratoire s'effectue en comptant le nombre de cycles ou nombre de respirations par minute. Pour cela, il faudra observer les mouvements respiratoires du patient à travers la main de l'examinateur posée sur son thorax. Attention à ne pas prévenir le patient que vous évaluez sa respiration. Cela pourrait changer son rythme ou sa fréquence cardiaque. Une mesure sur une minute sera plus précise, en particulier en cas de rythme irrégulier. Une fréquence respiratoire normale au repos se situe entre 12 et 20 cycles par minute chez l'adulte. La mesure au lit du patient de la saturation en oxygène est réalisée à l'aide d'un saturomètre ou oxymètre de pouls. Cet appareil sera placé sur un doigt du patient avec le capteur en regard de l'ongle. L'oxymètre peut être pris à défaut en cas de présence de vernis à ongles, de sang ou de souillure du doigt. On pourra alors essayer de placer le capteur sur un orteil ou bien sur le lobe de l'oreille. Une saturation normale au repos se situe entre 95 et 100%. La mesure de la pression artérielle est réalisée dans les conditions suivantes. Elle se fait chez un patient en position assise ou couchée, après au moins 5 minutes de repos et à distance d'un effort physique ou de la consommation de café et de tabac. Elle se réalise à l'aide d'un brassard adapté à la taille du bras et placé à hauteur du cœur. Le brassard est placé autour du bras, juste au-dessus du coude, environ 2,5 cm de la fossette cubitale. Pour mesurer manuellement la pression artérielle, il faut un manomètre branché sur le brassard et un stéthoscope
posé en regard de l'artère humérale, juste en dessous du brassard. Le brassard est gonflé jusqu'à environ 200 mm de mercure, puis dégonflé progressivement, à hauteur de 2 à 3 mm de mercure par seconde. La valeur de la systole correspond à la pression à laquelle le premier bruit de Korotkov est audible. La pression à laquelle le bruit de Korotkov disparaît correspond à la diastole. La pression artérielle différentielle, ou pression artérielle pulsée, est la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Elle est par exemple augmentée dans l'insuffisance aortique et abaissée en cas de choc hypovolémique. Si le bruit de Korotkov est audible dès la pose du stéthoscope à 200 mm de mercure, il faudra gonfler le brassard davantage car la pression artérielle systolique est probablement supérieure à 200 mm de mercure. Il existe également des tensiomètres automatiques qui réalisent seuls la mesure de pression. Il faudra néanmoins bien s'assurer de la position du brassard et du patient lors de la mesure. Pour obtenir une valeur de pression artérielle, on réalise 3 prises de pression artérielle. La première permet une approximation et les deux suivantes sont notées. Leur moyenne sera alors retenue comme mesure. Une pression artérielle normale au repos est inférieure à 140-90 mm de mercure. Le test d'hypotension orthostatique permet de dépister une baisse de la pression artérielle lors du passage à la position debout. Sa réalisation comprend les étapes suivantes. Une première prise de tension se fait au repos et au calme. On demande alors au patient de se mettre debout. Une deuxième prise de tension est réalisée immédiatement après le lever. Une troisième prise sera réalisée 1 minute après le lever. Et enfin, une quatrième prise sera réalisée 3 minutes après le lever. Le test s'avère positif en cas de diminution de plus de 20 mm de mercure de la pression artérielle systolique et ou plus de 10 mm de mercure de la pression artérielle diastolique et ou une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure lors d'une de ces mesures. En cas de lipothymie lors de la verticalisation, le diagnostic peut également être posé. Nous terminerons avec les détails pratiques de la réalisation d'un électrocardiogramme. La réalisation de l'électrocardiogramme doit être précise pour que l'interprétation du tracé soit fiable. Le patient est placé en décubitus dorsal, torse nu, poignets et chevilles dégagés de tout bijou métallique. Pour un ECG de 12 dérivations, nous réaliserons les étapes suivantes. D'abord, placer les électrodes périphériques. Celles-ci seront placées au niveau du membre supérieur droit avec l'électrode rouge, du membre supérieur gauche avec l'électrode jaune, du membre inférieur droit avec l'électrode noire et le membre inférieur gauche avec l'électrode verte. On placera ensuite les électrodes précordiales sur le torse. V1 sera placé à droite du sternum en regard du 4e espace intercostal, V2 à gauche du sternum en regard du 4e espace intercostal, V4 sera placé en regard de l'intersection de la ligne médioclaviculaire et du 5e espace intercostal gauche, V3 sera placé entre V2 et V4, et V6 sera situé en regard de l'intersection de la ligne axillaire moyenne gauche et du 5e espace intercostal.
V5 sera situé entre V4 et V6. Pour réaliser un ECG de 18 dérivations, on rajoutera aux électrodes précédentes les électrodes précordiales droites, V4R symétrique de V4, V3R symétrique de V3. En position postérieure, nous placerons les électrodes V7, V8 et V9 au niveau du 5e espace intercostal dans la continuité des électrodes précordiales gauche. Tout tracé électrocardiographique doit comporter une date et heure d'examen, l'identité du patient, nom, prénom et date de naissance, ainsi que 12 dérivations, 6 dérivations périphériques, AVR, AVL, AVF, D1, D2 et D3, ainsi que les 6 dérivations précordiales, V1 à V6. En cas de CG 18 dérivations, nous rajouterons également les dérivations droites et postérieures.